Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'excuser le président de l'université, M. Fabrice Lorente, retenu par d'autres obligations, qui m'a demandé en ma qualité de vice-président du conseil d'administration d'assurer en son nom l'introduction de ces débats. Je vous souhaite la bienvenue à l'université de Perpignan. Je voudrais, au nom de l'université, remercier d'abord les candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, M. Jean-Marc Pujol, ici présent, M. Jean Codoniès tout à l'heure, d'avoir accepté de participer à ce débat. L'université est honorée de leur présence aujourd'hui, ici. Je remercie également l'Indépendant, partenaire officiel de l'événement, et la présence de sa journaliste politique, Frédéric Michalak. Les autres médias également qui couvrent l'événement, Véronique Coy de la lettre M, M. Nicolas Caudeville de l'Archipel Contre-Attaque, également FR3 et d'autres médias ont également notre gratitude. Je ne peux manquer de remercier les services de l'administration de l'université qui ont permis l'organisation de cette manifestation. Aline Tessier du service communication, Brigitte Chemarin, directrice de cabinet du président, Michel Moll notamment qui assure la sécurité du campus aujourd'hui. Enfin, mes remerciements vont aux enseignants-chercheurs, aux collègues qui ont accepté de jouer le rôle de modérateur des débats. Je les citerai, Jean Benkelil aujourd'hui, Christophe Zé, et également Sylvain Rode et Esteban Castanet. L'université de Perpignan, ce sont environ 9500 étudiants, dont 2500 étudiants internationaux, 1 millier de personnel, enseignants-chercheurs et administratifs, un budget d'environ 70 millions d'euros, des laboratoires, des contrats de recherche, une ouverture à l'international. Aujourd'hui, la guerre économique se gagne sur le terrain de la matière grise, de la formation, de la recherche, de l'innovation créatrice d'emplois. L'université constitue une plus-value majeure pour un territoire et surtout pour la ville chef-lieu où se trouve son campus principal. C'est sans aucun doute une solution au dynamisme, au développement économique et à la lutte contre le chômage de la ville, de la communauté d'agglomération et bien au-delà. En ce sens, les municipalités ne peuvent plus valablement s'abriter derrière la répartition des compétences pour n'accompagner l'université que dans des opérations ponctuelles. Elles doivent s'engager et devenir des partenaires conséquents d'une institution incontournable, mais, faut-il le rappeler, fragile. Nous attendons des choix politiques forts, sans quoi nous continuerons, la ville autant que son université, à souffrir d'un manque de lisibilité et d'assises. La ville de Perpignan doit s'afficher sans complexe, aujourd'hui, comme une ville universitaire. Elle doit porter cette marque comme une ambition, comme un privilège. Cela doit se traduire par un certain nombre d'actes concrets. D'abord par une valorisation de l'université. Il s'agit de bien identifier cette université dans la ville, à travers la circulation, l'affichage. Avoir également une vraie ambition pour réinvestir le centre-ville, au travers par exemple de l'ancienne université. Il faut recréer un lien avec l'histoire. Il existe un livre sur l'histoire de l'université que nous offrirons à chacun des candidats présents. Et ce livre constitue aujourd'hui ce lien, cette mémoire de l'université qui date, rappelons-le, du XIVe siècle. C'est le cas partout en Europe. L'université siège dans des lieux symboliques et historiques. Pourquoi ne serait-ce pas le cas ici en France ? On attend également de la ville un budget, bien entendu, un budget pour la recherche, pour la formation, pour l'insertion professionnelle, pour une insertion professionnelle en tout cas digne de ce nom. Et pourquoi pas un élu, pourquoi pas un correspondant qui constituerait un relais privilégié entre la ville et l'université. Et paradoxalement, cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Paradoxalement, on a le sentiment que l'université a été considérée pendant longtemps comme, dans cette région particulièrement, il faut le dire, comme un îlot
qui ne relève de la compétence d'aucune collectivité, ou en tout cas très peu, on la regarde un petit peu de l'extérieur. Je voudrais dire que ce raisonnement constitue à la fois une spécificité locale, et les débatteurs pourront le rappeler, et aussi, je crois, une erreur fondamentale. C'est pour cette raison que ces débats ont lieu aujourd'hui. Notons que c'est la première fois que l'université organise ce type d'intervention en plein cœur du débat des municipales. Ce n'est pas un hasard. La donne a changé aujourd'hui. L'université mène une politique d'ancrage territorial fort. Ces débats constituent une occasion unique de replacer l'université comme une force vive de territoire qui mérite d'être accompagnée. L'université constitue en effet un acteur majeur du territoire dans des domaines non seulement de la formation initiale et continue, mais aussi, je l'ai dit, de la recherche, de l'innovation et de l'insertion professionnelle, qui constitue une nouvelle mission de l'université. Vous l'aurez compris, les thématiques abordées dans ces débats seront exclusivement tournées vers la place de l'université et donc des jeunes dans la ville. Que ces échanges soient donc un temps exceptionnel de réflexion et d'information qui nous permettront à tous d'aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention. Bien, monsieur le vice-président, merci. Nous sommes très protocolaires à l'université. Je vais donc assumer le statut de maître de cérémonie pendant un petit moment, aux côtés de mon collègue, le professeur Jean Benkelil. Je m'associe aux remerciements qui ont été adressés aux différents candidats qui ont accepté de jouer le jeu avec nous ce soir. Je voudrais dire un mot de remerciement à la salle et aux étudiants que je vois présents qui montrent leur intérêt pour leur établissement et pour son devenir. Je vais être très très bref, monsieur le maire, parce que le principal intéressé, la personne intéressante ce soir, c'est vous et non pas nous. Je voudrais juste prendre une minute pour rappeler les règles du jeu, puisque les différents candidats à la mairie de Perpignan ont accepté de se prêter à cette manifestation que nous sommes en train de mettre en place devant vous ce soir. Elle devrait respecter quelques règles du jeu. 1 heure par candidat. Le candidat va disposer à chaque fois de 5 minutes pour nous présenter très brièvement son projet pour la municipalité. À l'issue de quoi, les 2 modérateurs que nous sommes ce soir et puis d'autres tout à l'heure poseront un certain nombre de questions relayées par notre principal partenaire qui est le journal L'Indépendant aujourd'hui et Frédéric Michalak qui en sera son porte-voix. Puis il restera un quart d'heure de questions à la salle qui seront consacrées donc à un débat interactif avec le candidat sur son projet, rappelons-le, en rapport avec l'université, car c'est de cela qu'il est question ici ce soir et en principe de rien d'autre. Je voudrais juste rappeler qu'il ne s'agit pas d'un meeting et que les applaudissements devraient en principe être plutôt évités. Sur l'esprit, je n'y reviens pas, tout a été dit par le vice-président Marcel Sousse il y a un petit instant. Allez, je vais compresser la pensée et la rendre un petit peu plus virulente, monsieur le maire, si vous me l'autorisez. Nous avons le sentiment d'être un gros vecteur de développement du département. Nous représentons 9500 personnes, 1000 employés, agents administratifs, personnel technique, personnel enseignant. Nous avons un petit peu le sentiment, quelquefois, que dans ce monde difficile dans lequel nous vivons, ce monde concurrentiel et féroce auquel nous sommes confrontés, nous ne sommes pas toujours traités avec le degré d'estime que nous avons le sentiment de mériter. Tant en matière d'animation de la vie étudiante de la ville, de localisation de la ville par rapport à son centre, mais encore d'infrastructures ou de transport, vous allez peut-être nous en parler un petit peu. Alors je vais être très simple et lancer le débat en vous laissant 5 minutes donc, pour nous présenter, monsieur le maire, votre projet sur la question. Quelle est la place de l'université de Perpignan dans l'avenir de la ville ? Selon vous, Perpignan est-elle décidée, enfin, serait-on tenté de dire, d'assumer son statut de ville universitaire ? Je crois que depuis très longtemps, mes prédécesseurs ont été très très présents, et notamment Paul Alduy, sur les choix importants pour maintenir l'université de Perpignan. En plus, l'université de Perpignan, c'est quand même une université qui dure depuis 7 ou 8 siècles, et donc elle est ancrée dans la vie perpignanaise. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est une université que je connais pour plusieurs raisons, puisque étant patron d'un cabinet d'avocats, j'ai embauché quasiment
tous les avocats du cabinet de Fidal Perpignan qui viennent de l'université de Perpignan. Donc j'ai vite vu quel était l'intérêt dans le domaine qui était le mien, celui du droit, la formation et l'excellence de l'université. Il se trouve que, ayant fait mes études de droit à Montpellier, j'ai quand même commis l'irréparable en étant chargé de cours pendant une année sur notamment le DESS de M. Paul Blanc en matière de droit franco-marocain pour animer la partie fiscale. Et traversant ces locaux régulièrement, j'ai une connaissance assez particulière de l'université. Plus généralement, ce que je voulais dire dans les projets de la ville, parce que là on est pour parler d'une manière concrète. Être proche de l'université, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sur les projets de la ville, il y a à la fois un projet de reconnaissance du rôle fondamental de l'université à travers, et ça c'est un premier investissement de la ville, la restauration, restructuration et reconstruction des locaux de l'ancienne université, qui sera bientôt le siège de la fondation. Donc il y a un premier axe important relatif justement à cette université. Et mon souci, c'est que cette université puisse revenir en centre-ville. Alors vous me direz, j'ai eu la mauvaise habitude de faire mes études à la faculté de droit de Montpellier qui est en plein centre-ville. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il n'y ait pas, à un moment donné, la faculté de droit qui revienne en centre-ville. Et sur ce sujet, j'ai un projet que je porte depuis plusieurs années, puisque sur notamment la place qui se trouve à côté du tribunal et sur cet ensemble au-dessus du parking Arago, j'avais réservé des droits à construire importants, puisqu'auparavant il y avait notamment un lycée, et donc la ville est propriétaire de droits à construire sur la dalle Arago, qui pourrait recevoir d'une manière très très facile et pratique l'université et notamment la partie de droit de l'université de Perpignan, parce que je pense que pour qu'une ville vive et que pour qu'une université vive, il est nécessaire qu'elle participe à la vie du cœur de ville. Et donc ça, c'est un premier élément sur lequel je suis tout à fait disposé non seulement à y travailler, mais où j'ai déjà tous les éléments juridiques qui permettraient le développement en centre-ville. Ça me paraît un élément important. Nous avions d'ailleurs essayé aussi d'organiser en centre-ville notamment des résidences étudiantes. Et malheureusement, on avait essayé de développer sur la place du conservatoire et nous étions en relation à l'époque avec un opérateur de résidence étudiante et nous avions favorisé l'installation d'une résidence étudiante sur l'arrière du conservatoire. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Voilà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a quand même un élu délégué à l'université de Perpignan depuis toujours, en la présence d'Annabelle Brunet, qui est là d'ailleurs. Donc la représentation politique de la ville de Perpignan à l'université a toujours été très très présente. On a toujours été très très proche des présidents de l'université parce que, je dis on parce que j'englobe Jean-Paul Alluy là-dedans, on a toujours été très proche de ce qui devait se passer et comme notre action sur le territoire est pour nous une action aussi sur le savoir, il était pour nous essentiel que d'abord on conserve une unité et une université très forte à Perpignan, d'autant plus qu'il y a une tradition. Deux, là j'irai peut-être un peu trop loin là-dessus, qu'elle garde son autonomie, et j'ai des idées personnelles sur l'autonomie des universités, qui est un peu plus large peut-être que le cadre précis dans lequel on veut les enfermer. Et trois, qu'une ville dont on veut développer la modernité ne peut plus et ne peut pas fonctionner sans université. Donc sur ces éléments, la ville de Perpignan a toujours été très très présente. Alors à travers notamment, on a facilité tous les permis de construire qui nous étaient demandés, on a réorganisé notamment
Pardon. 34 secondes déjà. Pardon, nous sommes tenus à un devoir d'équité. Hein. C'est la raison pour laquelle nous serons assez scrupuleux avec le respect des temps prévus d'intervention. Puisque vous parliez de foncier, je crois, à l'instant, justement, pour revenir sur la Dalle Arago et votre projet de faire venir la fac de droit, c'est une demande visiblement forte. Ici, vous en êtes où précisément? Est-ce que c'est juste un projet ou est-ce que vous êtes allé plus loin? Est-ce que vous auriez éventuellement un calendrier? Est-ce que vous avez avancé là-dessus? Madame Michalak, vous me connaissez, j'ai même déjà les dessins. Vous les avez amenés avec vous, bien sûr. Non, parce qu'on avait quand même un projet très clair, c'était d'installer le tribunal sur la Dalle Arago. Très clair. Les services de l'État ont refusé que l'on puisse installer le tribunal sur la Dalle Arago au motif que, pour des raisons de sécurité, on ne construisait plus des tribunaux au-dessus d'un parking avec des risques d'attentats. Ce que je considère être une absurdité, parce qu'avec un camion, même dans un campus, on y rentre, on fait tout sauter. Mais bon. Donc à partir de là, j'ai toujours ces 14 800 mètres carrés constructibles et qu'on a tout de suite, et ça fait quelques années que je réfléchis et que j'en parle, en disant c'est l'endroit idéal pour recevoir notamment la faculté de droit. Voilà. Donc ça peut commencer demain. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé l'autorisation à personne. Il n'y a pas à réviser le plan local d'urbanisme, il n'y a pas à demander des autorisations, c'est la ville qui en est propriétaire. Voilà. Alors il suffit après de faire en sorte de définir les besoins avec l'université et puis de financer. Et là, la proposition que je fais aujourd'hui est une proposition très claire, c'est que le financement soit un financement paritaire entre la région, entre l'agglomération, entre le Conseil général et la ville de Perpignan, de manière à ce que ces locaux soient mis à disposition de l'université sans qu'elle ait à débourser un loyer. Vous avez déjà contacté ces partenaires-là, financiers? Alors, moi, j'ai commencé à parler avec les présidents de l'université, les partenaires financiers aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que les collectivités qui, quand même, gèrent l'argent des contribuables, donc l'argent de toutes les personnes qui sont là devant moi, ne me suivent pas sur une opération de mettre à disposition de l'université, des étudiants, des professeurs et des personnels, des locaux adaptés. Et pour ce qui est de l'ancienne université? Ah ben là, on est en plein travaux. D'ailleurs, ça avance très très bien. Et je crois que j'ai une idée qui dépasse, à mon point de vue, l'ancienne université, parce que certes, on va y faire le siège, notamment de la fondation, mais moi, je voudrais y joindre aussi, notamment les archives municipales qui sont juste à côté et qui présentent aussi un intérêt très très grand. Il y a de très grands locaux et on pourrait créer en cœur de ville une animation autour de l'excellence et des savoirs, parce que pour moi l'excellence et les savoirs, c'est la seule voie pour Perpignan, pas seulement pour Perpignan. Monsieur Pujol, dans le même ordre d'idée, j'ai eu à traiter, lorsque j'étais président, ce dossier pour faire venir les étudiants dans le centre-ville avec votre prédécesseur. C'est une affaire qui n'a jamais pu se concrétiser pour des raisons toutes simples, ce sont des raisons financières, vous le savez. À quelle échéance vous pensez que si ce projet, vous pourriez le mettre en œuvre, il pourrait se réaliser? Parce qu'il faut savoir, et on est bien placé pour le savoir, qu'une construction, lorsque l'université est impliquée dans les financements, c'est quelque chose qui prend entre 10 et 15 ans. Donc, est-ce que dans votre planning, même si vous n'avez pas encore entamé les démarches, vous prévoyez de faire accélérer cette construction à des échéances beaucoup plus courtes? Parce que 10-15 ans, c'est quand même un laps de temps qui va même au-delà du mandat pour lequel... Président, je pourrais faire des fausses promesses en vous disant en 2035, je ne serai plus là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs tous les jours à la télévision. On nous explique qu'en 2017, ça va être mieux, il y aura moins d'impôts. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que définition des besoins de l'université, vous y passez le temps que vous voulez, je mets à votre disposition mes services qui ont déjà travaillé sur le site. On peut délivrer un permis de construire dans les 6 mois. Et je m'engage, si
il y a le financement des autres collectivités, à participer pour un tiers au financement et à mettre à disposition les locaux. Bon, là, les décisions, elles sont faciles. Et c'est un engagement que je prends. Je considère qu'aujourd'hui, il est très très facile pour moi, c'est fondamental. Écoutez, on contribue notamment par des opérations à l'installation de ces mois. On continue à aider des entreprises pour leur installation en faisant des prix qui sont des prix au mètre carré qui sont extrêmement faibles. Alors si une collectivité n'est pas capable de construire des locaux pour une université pour ses étudiants, elle sert à quoi la collectivité? Entre nous. Voilà. Donc moi, le délai, c'est tout de suite. Je n'ai pas de problème là-dessus. D'accord. Je continue donc mes questions. Vous le savez, la grande réforme des universités a pesé très fortement sur nos ressources financières, qui sont très limitées, puisque ce sont les dotations de l'État qui diminuent. On dit, et ça a été rappelé par M. Sousse, que l'université n'entre pas dans les compétences des communes, certes. En revanche, certaines communes de même taille que l'université de Perpignan ont fait le choix de s'investir beaucoup plus fort. Je prends un exemple. La commune de Narbonne, qui reçoit donc à peu près 800 étudiants, s'engage auprès de l'université de façon récurrente pour un montant de 150 000 € annuels. Si je me réfère un petit peu aux aides de la mairie de Perpignan à l'université, on est à peu près à 10 fois moins en termes d'aides. Et en plus, ce sont des aides qui sont relativement ponctuelles. Est-ce que vous envisagez d'aider l'université de façon beaucoup plus importante sur le domaine financier? Alors, Président, vous me connaissez, j'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense. D'abord, il faudra quand même revoir le problème des droits d'inscription dans les universités. Moi, parce que le problème de l'aide de la ville, c'est qu'on va chercher dans la poche des contribuables l'aide. Ça ne vient pas. Et donc, je considère que je suis sur un axe et je vais vous le développer d'une manière très très claire. Il faut, à mon point de vue, aussi revoir le montant des droits d'inscription pour qu'une université soit autonome. Deuxièmement, qu'une ville contribue, c'est tout à fait normal. Elle y contribue déjà par l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties. Parce que la ville et les contribuables perpignanais se privent, puisqu'il y a une exonération, d'une taxe foncière sur les propriétés bâties qui, pour des locaux comme ceux-ci, enfin de l'université, dépasserait les 1 million d'euros. Bon, ça existe aussi. Troisièmement, j'ai développé, notamment avec Annabelle, à chaque fois que nous aidons l'université, parce qu'on a le pass culture, ça a un coût aussi, on fait des opérations particulières aussi. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, comme la compétence est un peu regroupée, il n'y a pas que la ville de Perpignan, il y a aussi la communauté d'agglomération. Et par exemple, sur le programme qui nous est proposé récemment, Platinium, nous sommes engagés ville et communauté d'agglo, mais ça vient de la même poche, les contribuables perpignanais, à soutenir l'université. Et je crois que dans notre rôle, il faut soutenir des projets. Et vous m'aurez à vos côtés quand on soutiendra des projets. En revanche, je vous le dis, Président, envoyer des subventions globales sur du fonctionnement, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je préfère financer des opérations particulières, comme l'UPVD par exemple, comme la Fondation, où à l'heure actuelle, les travaux que nous sommes en train de faire dans l'ancienne université sont des travaux qui sont financés par la ville. Ça contribue quand même à l'ensemble et au prestige de l'université. Comment vous expliquez quand même la différence de moyens, si on le rapporte à l'étudiant, entre Narbonne et ici? Parce qu'ici, on a un petit peu inventé l'étudiant à 1 € quand même. Oui, à Narbonne, je connais bien. À Carcassonne, ce n'est pas des universités. C'est les mairies payent pour qu'on garde quelques étudiants chez eux. C'est tout le différentiel avec Perpignan. 150 000 € pour 800 étudiants à Narbonne et oui, bon, 10 fois moins pour 10 fois plus d'étudiants. L'exonération de taxes foncières, elle fait 1 million d'euros ici. Bon, voilà. Là-bas aussi, j'imagine, oui. Non, pas du tout. Ah. Voilà. On ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Béziers, Narbonne, Carcassonne, ça n'a rien à voir avec l'université de Perpignan. Rien.
À Montpellier, il faut comparer des choses comparables. Il n'empêche, et je vous le dis d'une manière claire, que je suis prêt, dans l'ensemble communauté d'agglomération ville, à participer au fonctionnement de l'université, parce que le pass culture, ça a un coût aussi. À participer au fonctionnement de l'université dans des conditions, je dis bien, très très précises de développement, ça pose aucun problème. Bien, peut-être pour changer de registre un petit peu, monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de ramener une partie de l'université en centre-ville. Vous en faites rêver certains d'entre nous, moi le premier, mais on aime bien en tant qu'universitaire, tout en étant idéaliste, rêver sérieusement. Alors il nous arrive de temps en temps d'avoir envie d'aller boire un petit café en ville entre deux cours, d'aller éventuellement déjeuner en ville avec un collègue, ou peut-être de risquer quelques étudiants dans le centre-ville entre midi et deux. Vous avez évoqué l'idée de ramener quelques-uns d'entre eux dans ce centre-ville. Est-ce que vous accompagnez ce projet éventuel, ou ce projet sur le point de se réaliser, d'un projet structurant, en fait, d'amélioration de la fluidité de la circulation entre l'université et le centre-ville, puisqu'on imagine quand même que si de nombreux étudiants étaient amenés à rejoindre le centre-ville plus régulièrement, de façon quotidienne, ils auraient aussi besoin de pouvoir rejoindre leur maison mère, si j'ose dire, dans des délais relativement resserrés. Je rappelle au passage que d'un point de vue économique, l'université de Perpignan pèse quand même 7000 personnes qui auraient la faculté de débouler, si vous me permettez l'expression, au centre-ville de façon quotidienne et rétrocéder à la municipalité ce qu'elle aurait éventuellement la malédiction de lui coûter par ailleurs, en faisant vivre tous les commerçants du centre-ville qui se plaignent justement de déficit de fréquentation, par cette fréquentation nouvelle qui ressortirait de l'arrivée en ville d'un nombre important d'étudiants. Alors, quel serait éventuellement ce projet structurant ? On va parler du transport. Voilà, pour lancer une piste de réflexion. Transport. Donc, et je prends ma casquette de maire, même si je ne suis pas à la communauté d'agglomération, parce que je suis le rare maire de France qui n'est pas en plus vice-président de la communauté d'agglomération, mais j'assume la totalité, puisque la communauté de l'agglomération, 84% de ses ressources, c'est la ville de Perpignan, c'est-à-dire les contribuables. On a commencé quand même à mettre en place une ligne de bus entre l'université et la gare, qui nous était très demandée et qui fonctionne pas mal. Ensuite, on est dans un projet ville important qu'on est en train de développer de bus à haut niveau de service pour desservir à la fois l'université et des deux côtés d'ailleurs, et le centre-ville. Bon, après, sincèrement, pour avoir été étudiant à Montpellier, pour avoir des enfants étudiants à Toulouse et à Perpignan, on est dans une des rares villes de France où on peut passer du campus au centre-ville en un quart d'heure. Une rare ville de France. À Montpellier ou à Toulouse, pour passer d'un campus à Montpellier en centre-ville, il faut une demi-heure, trois quarts d'heure. Excusez-moi, monsieur le maire, c'est très souvent une demi-heure. Comment ? C'est très souvent une demi-heure. Je ne sais pas, pour venir, je suis parti à 30, je suis arrivé à 43, en l'heure de pointe. Bon, alors, soyons... Non, moi, je dis les choses comme je les pense. Bon, pour faire le centre de Montpellier au campus, je peux vous dire que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, après le problème, c'est le problème notamment du coût, aujourd'hui, du transport en commun. Aujourd'hui, avec une carte de bus de l'agglo, ça coûte 6 € par mois pour pouvoir circuler dans l'ensemble de la ville de Perpignan et de la communauté d'agglomération. Je pense que les étudiants pourraient mettre un petit peu plus, 1 € ou 2 de plus pour aller plus vite en centre-ville. Non, mais je vous garantis qu'on met généralement une demi-heure. Frédéric, qu'est-ce que ça veut dire aller plus vite ? Ça veut dire pas mettre une demi-heure pour aller en centre-ville. Bah oui, on peut y aller en vélo, ça va encore plus vite. Bon, non. Alors, aux heures de pointe, il peut y avoir des problèmes. Écoutez, c'est un endroit que je connais parfaitement, puisque quand j'avais mon bureau boulevard Kennedy, je prenais 4 fois par jour, je passais devant l'université, j'allais boulevard Kennedy et j'allais en ville. 4 fois par jour, je connais parfaitement. Bon, alors, excusez-moi, on peut améliorer, mais c'est pas le drame, quoi. Bien, pour revenir un petit peu à la fondation, là, un petit peu évoqué, vous le savez, l'université a un projet
un projet assez prioritaire qui est financé en grande partie par la Fondation pour la création d'un hôtel d'incubation d'entreprises innovantes, avec l'appui bien sûr de tous nos laboratoires de recherche. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous seriez prêt à nous accompagner dans la mise en place de cet hôtel d'incubation? Alors, là aussi, voilà un projet qui... Alors, je vais peut-être choquer aussi, excusez-moi, mais voilà, pour moi, un projet d'incubateur, ça doit être dans un campus et dans une université. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Australie. Donc je considère que ça, c'est un vrai projet sur lequel la ville peut participer et participera, parce que c'est quand même l'endroit le plus facile, le plus pratique, où il y a les savoirs. Et pour moi, il faut concentrer les savoirs et la formation et le développement le plus proche possible du campus. Donc, pour moi, un incubateur, d'ailleurs, je vais vous le dire, pour moi, un incubateur dans tout le département des Pyrénées-Orientales, il doit être dans l'université. Et ça, c'est un vrai projet que je soutiendrai totalement sur ce sujet-là. Financièrement, en matière de foncier, comment vous le soutiendrez? Est-ce que vous engagez effectivement? Il y a encore des droits à construire ici, donc on peut aider dans la construction. Pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, on souffre trop dans ce pays du décalage entre l'université qui a tous les savoirs et la distance avec notamment la période où l'étudiant qui sort et qui a envie de faire des choses ne trouve pas tous les éléments qui lui permettent de se développer. Et donc, je le dis et je le répète, il y a des avis différents là-dessus. Pour moi, un incubateur, ça doit être dans le campus et dans l'université. C'est quelque chose, parce que c'est comme ça que c'est le plus facile aussi. C'est un peu comme au théâtre, unité de lieu, unité d'action. Ce n'est pas la peine de demander à un étudiant qui est en fac, de professeurs qui sont là, qui sont prêts à aider, de faire des kilomètres pour aller savoir si c'est ouvert ou pas. Donc pour moi, le projet d'un incubateur dans l'université est un projet que je soutiendrai en totalité. Merci, monsieur le maire. Tout à l'heure, Marcel Sousse, le vice-président de l'université, évoquait la situation concurrentielle dans laquelle se trouvent désormais les universités. Et on a parfois le sentiment, nous, universitaires, dans nos îlots, très loin dans cet archipel qu'est la ville de Perpignan, que tout le monde n'a pas pris conscience du degré d'isolement qui est le nôtre aujourd'hui et du degré de dureté, d'âpreté des combats que nous avons à mener pour survivre dans ce monde concurrentiel. Parce que l'étudiant, en fait, aujourd'hui, quand il choisit une université, quand il choisit de rester à Perpignan ou quand il choisit d'adopter une autre université, en fait, c'est un projet université-ville, un projet global auquel il adhère. Je m'explique. Il cherche une institution d'accueil qui délivre des diplômes crédibles, bien sûr, mais il cherche aussi une vie dans la ville, il cherche aussi une lisibilité de la ville dans laquelle il étudie, et il cherche aussi des structures culturelles, sportives et de transport qui lui permettent de valoriser son cursus. Alors, venir à étudier à Perpignan, c'est un choix pour les étudiants qui ne sont pas de Perpignan, et il faut qu'ils adhèrent à ce projet global. Vous évoquiez tout à l'heure vos études à l'université de Montpellier. J'ai pour ma part fait le début de mon cursus à l'université de Perpignan jusqu'à la maîtrise. Et puis, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, je suis allé étudier en DEA et en doctorat à l'université de Toulouse. La ville soutenait un certain nombre de cérémonies officielles, d'ouverture de l'année, cérémonies d'entrée, cérémonies de sortie, gala des étudiants, remise de diplômes officiels, etc. etc. Est-ce que la municipalité, si vous étiez réélu à vos propres fonctions, s'engagerait à suivre l'université dans ces domaines? Ça me paraît essentiel. Quand le président Laurent est venu me voir pour la remise des diplômes, je crois que ça a duré 30 secondes dans mon bureau. Quand il m'a dit voilà le projet que j'ai, qu'est-ce que tu en penses, etc. Est-ce que tu peux participer au financement? J'ai dit oui tout de suite. La chapelle des Dominicains, on me redemande. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'université, venant moi-même de l'université, c'est quand même un monde qui est assez fermé et qui n'est pas vécu par les autres comme étant ouvert. Parce que là, il n'y a que des gens intelligents. Donc les gens de la base, ils ont peur d'y aller, d'y rentrer, ils ne savent pas comment. Donc à partir de là, l'ouverture et la représentation universitaire, notamment par la remise des diplômes, et notamment dans un lieu public et dans un lieu au cœur de ville, me paraît être un élément qui va renforcer l'attractivité de l'université. Et puis, je pense que le problème de l'université, c'est que
on fait bien les choses. C'est fait d'une manière extraordinaire. Il y a des enseignants de grande qualité et j'ai eu l'occasion d'en connaître beaucoup. J'en ai eu même dans mon opposition, n'est-ce pas? Mais bon, comme j'ai préparé l'agrégation avec eux à l'époque, les aider à la préparer, et le fait que ça n'est pas su, ça n'est pas connu des Perpignanais. On fait un micro-trottoir et on parle du professeur Delceni. On le connaît plus aux États-Unis qu'à Perpignan. Il y a quand même un problème de fond. Et donc, je considère que sur ce point-là, ces projets, ces remises des diplômes médiatisés sont des éléments de nature à renforcer, bien sûr, ce que nous savons, ce que les Perpignanais ne savent pas tous. Et donc, je suis un partisan convaincu des diplômes. Je fais même, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très, très présent. Plus les lycées commencent, en fin d'année, à commencer à faire de remises de diplômes. Moi, j'ai toujours été impressionné par un film, quand j'étais jeune, qui s'appelait Le Lauréat, et où on voit la fin d'une année scolaire aux États-Unis, comment on remet les diplômes en présence des familles, et les gens sont fiers que leurs enfants soient diplômés. Et je crois que ça, c'est un élément qui renforce à la fois l'attractivité de l'université et sa visibilité. Vous m'aurez toujours à vos côtés sur ce sujet. Sa visibilité au sein de la municipalité, elle est effectivement incarnée par une conseillère municipale qui est chargée des questions, je crois. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, avoir un adjoint ou avoir un délégué communautaire, un vice-président, pourquoi pas, qui s'occupe que de l'université? Elle fait de la politique, hein. Mais pour le moment, la déléguée, elle est vice-présidente de l'AGLO, hein. Et il se trouve que si les électeurs nous font confiance, elle sera aussi adjointe. Est-ce qu'elle pourrait être adjointe en charge de l'université, des étudiants? Non, parce que sincèrement, je pense qu'adjointe en charge de l'université, ça, c'est pas assez de travail pour l'adjointe. Moi, mes adjoints, je vais les faire travailler. Parce qu'elle va être par là, si c'est pas assez de travail. Donc, Annabelle Brunet, c'est pas assez de travail. Elle a l'air partante. Hein. M. Pujol, il est sorti, vous le savez, comme tous les ans, un classement sur les villes universitaires où il fait bon étudier. La ville de Perpignan n'est pas bien placée pour les sorties, la culture. Que pensez-vous de cette faiblesse? Alors, je suis assez partagé parce que c'est vrai que l'on compare des grandes métropoles, pour celles que je connais notamment particulièrement, Lyon, mon second fils qui a commencé ses études de droit ici, qui les a terminées à Toulouse, est aujourd'hui aussi chargé de cours à Lyon, donc je sais ce qui se passe à Lyon. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier, comme il a été à Toulouse, je sais ce qui se passe. D'abord, c'est des plus grandes villes. On est déjà sur des quasi-métropoles. Bon. Sauf qu'on est en train de rattraper notre retard, parce que nous avions du retard. Et le grand débat du théâtre L'Archipel était celui, Président, que vous soulignez. C'est qu'on ne peut pas prétendre être une ville universitaire sans avoir à côté des équipements culturels de haut niveau. Ça, c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, on a rattrapé ce retard avec le théâtre Archipel, mais pas uniquement avec le théâtre Archipel, avec l'ensemble, notamment, des structures culturelles que l'on a. On a par exemple quelque chose qui s'appelle la Casa Musicale, où on a réussi à notamment à amener au plus haut niveau un garçon comme Sébastien Ramirez, qui est considéré comme un des meilleurs danseurs français. On a Némir, qui est parti de la Casa Musicale, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands spécialistes de hip-hop. Donc on est en train de travailler sur le retard que nous avions en matière d'équipement culturel. Et je crois que là-dessus, on est sur la bonne voie. Alors il reste quelques éléments à construire. J'ai d'ailleurs... on voit très bien que ce qui vient de l'extérieur nous apporte quelque chose. Je parle de l'Institut Jean Vigo, que je voulais très développer. Aujourd'hui, le nouveau directeur que j'ai reçu dernièrement, qui venait d'une autre ville du Nord, m'a dit « Mais monsieur le maire, vous avez l'église des Carmes, qui pourrait être un endroit extraordinaire pour faire du développement culturel. Et on va restaurer l'église des Carmes. » On est parti notamment
à la Casa Musicale sur le Meeting of Style, le MOS, qui aujourd'hui, c'était à l'origine un truc de graffiti qui intéressait personne. Aujourd'hui, la ville a soutenu cette action de jeunes à travers l'art du graphe et on s'aperçoit qu'on est dans un développement considérable, aussi culturel, puisqu'on est classé 3e ou 4e ville de France en matière de graphe. Voilà ce qu'on essaie de faire. Mais, Président, je suis conscient qu'il faut développer l'aspect culturel, étant entendu que sur l'aspect sportif, en revanche, par rapport à toutes les autres villes de France, là, on est en avance. En plus, vous avez la proximité du parc des sports entièrement rénové, où j'ai l'habitude de voir souvent le dimanche matin des étudiants qui peuvent pratiquer. J'ai vu, vous avez fait une déclaration donc, dans l'Indépendant par rapport au sport. Vous voulez créer un centre de formation au métier du sport. Oui. De quoi s'agit-il? Savez-vous qu'à l'université, nous avons un département qui a cette responsabilité de formation? Alors, ça ne touche pas l'enseignement, mais après discussion avec les responsables des Dragons catalans de l'USAP, notamment des clubs de basket et de handball, ils ont aujourd'hui le besoin d'avoir des structures d'hébergement, notamment des jeunes qui vont se destiner au métier du sport, structures d'hébergement. Et par anticipation, j'avais racheté il y a de cela quelques années un espace qui se trouve, qu'on appelle le Mas Cazenove, qui se trouve sur le Haut-Vernay. Et nous avons un projet sur le Mas Cazenove, à la fois de construire une salle omnisport pouvant recevoir des matchs de basket, de handball, de volley ou autres, avec 2000 à 3000 spectateurs assis, et à côté, un centre d'hébergement pour les jeunes étudiants qui auraient besoin d'être hébergés, parce que quand ils sont jeunes, les parents ont quand même l'inquiétude de les laisser seuls, souvent dans des logements. Et donc cette demande est une demande qui émane de l'ensemble des clubs sportifs. Et le but, ce serait l'hébergement. L'enseignement, bien sûr, serait de la compétence de l'université ou des personnalités spécialisées. C'est de l'hébergement. Deux questions qui sont arrivées sur Twitter pour vous. La première, c'est, tout à l'heure, vous parliez du financement de la fac, et quelqu'un a cru comprendre, entendre, et moi aussi, que vous souhaitiez l'augmentation des frais d'inscription. Je ne souhaite pas l'augmentation des frais d'inscription. Mais, mais je dis les choses comme il faut. Je dis ce que je pense, vous avez l'habitude. Est-ce qu'il est normal que les frais d'inscription ne permettent pas une plus grande autonomie? On est sur des frais d'inscription à la faculté qui sont aux alentours de 300 €, je crois. Bon, voilà. Attendez, 300 €, c'est quoi? C'est 7 paquets de Marlboro. Est-ce qu'aujourd'hui... Non. C'est 7 €. C'est un petit peu plus, quand même. Oui, un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut une qualité d'enseignement, est-ce que aujourd'hui, quand on veut une qualité d'enseignement, une qualité de locaux, une qualité d'organisation, l'excellence de professeurs et de formation, est-ce qu'on ne peut pas penser que les frais d'inscription doivent être un peu plus élevés? C'est la question que je pose. Le tout gratuit, de toutes les manières, c'est faux. Parce que le tout gratuit, c'est aller chercher le complément dans la poche des contribuables. Donc, voilà, c'est la question que je pose d'une manière très claire. Je suis pour une augmentation des frais d'inscription. D'accord. Une autre question. Un internaute nous dit « Améliorer la vie étudiante, c'est bien, mais où iront les diplômés sans développement économique local ?» Oui, ça c'est la vraie question. Là, c'est partagé. Vous savez, au moment de choisir sur l'évolution de ma carrière, j'ai hésité entre l'histoire-géographie et le droit. Bon, et ce choix, c'est un choix qu'on fait à un certain moment. On sait aujourd'hui que si on choisit de faire histoire-géographie,
eh bien, la voie, c'est le professorat ou autre chose. Mais il faut aller vers un métier. Je prends un exemple simple. J'ai dans ma famille 2 choses très simples. J'ai un de mes neveux très très brillant qui a fait philo, sauf qu'il n'a pas passé le concours de professeur de philosophie. Aujourd'hui, il est maçon. Ma belle-fille a fait les mêmes études de philosophie. Elle a passé le concours pour devenir professeur de philosophie. Elle est professeure de philosophie. Et je crois qu'il faut expliquer aux étudiants que les études, c'est un moyen pour accéder à l'emploi et pour accéder à la professionnalisation. Combien de camarades comme moi ont fait des études de droit, sauf que les études de droit, si vous ne finissez pas par le CAPA, vous n'êtes pas avocat. Bon, c'est comme ça, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je considère aujourd'hui que le rapprochement, c'est pour ça que je suis pour les incubateurs dans les facultés, c'est que le rapprochement entre l'entreprise et la vie économique et l'université est une absolue nécessité. Absolue nécessité. Voilà pourquoi je pense que après, on peut développer les conditions économiques pour que, bien sûr, il y ait plus d'emplois, mais ces conditions économiques, elles dépendent aussi de l'environnement global, et les emplois, aujourd'hui, c'est les entreprises qui les créent. Merci. Bien, Monsieur le maire, merci pour le respect scrupuleux du timing tel qu'il avait été décidé. Nous allons donc donner la parole à la salle pour des questions. En essayant de faire un échange interactif, c'est-à-dire en évitant de faire des exposés qui ôtent aux prétendants à la mairie le temps de parole qui lui est normalement imparti. Oui, Jean-Marcel Rostand, à la fois colistier actuel de Jean-Marc Pujol et soutien de la liste suivante, Perpignan pour tous, sur un projet professionnel qui m'éloignera un peu malgré tout des fonctions d'élu, mais aussi vice-président des anciens Sciences Po en Languedoc-Roussillon. À Sciences Po, on a multiplié les droits d'inscription. Je veux reparler très vite des droits d'inscription. Je sais qu'on a souvent parlé avec Jean-Marc, qui est très soucieux d'équité et de justice sociale. Et à Sciences Po, on a multiplié les droits d'inscription par 10. Par 10. Ça a permis de développer l'école à un point inimaginable. Sciences Po, c'est aussi une grande université, avec les 4 fonctions d'université. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait? Et souvent, avec Jean-Marc, on a ce débat, et ce point d'accord. On a modulé les droits d'inscription en fonction des revenus, bien entendu. Et désormais, à Sciences Po, il y a des exonérations totales de droits d'inscription en fonction d'éléments de justice sociale vérifiables. Et je sais qu'on avait ce point d'accord avec Jean-Marc en disant effectivement qu'il faut, dans les grandes universités, les universités de façon générale, on ne peut pas marcher à coût zéro parce que, comme il le disait très bien, c'est une illusion puisque ça va toujours dans la poche du contribuable. Par contre, quand on augmente, il faut de la justice sociale et fiscale, et bien sûr qu'en fonction du revenu des familles, eh bien, les droits d'inscription sont modulés, voire totalement exonérés. Voilà comment on conçoit une possibilité d'augmentation de droits d'inscription qui, de toute façon, s'impose à toutes les universités, ne serait-ce que par la modernisation de leurs actions. Voilà ce que je voulais dire. D'autres questions ? Oui, bonjour, Thomas Métivier, Énergie Citoyenne. Je voulais vous poser la question si on aurait une vraie piste cyclable entre le centre-ville et l'université. Pour l'instant, c'est une bande cyclable. Je pourrais me défausser en me disant que ce n'est pas la compétence de la ville, mais je ne me défausserai pas. On est sur un travail notamment... mais je ne me défausserai pas. On est sur un travail... de pistes cyclables, de vraies pistes cyclables. Parce que je suis d'accord avec vous, les bandes cyclables, ça ne ressemble à rien. La bande cyclable sur le boulevard Kennedy, elle ne ressemble à rien. Le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle implantation, notamment de voirie, on fait de véritables pistes cyclables. Ça a un coût très très élevé. Mais on est sur un programme de développement de pistes cyclables sur les axes forts. Et j'ai demandé au service de la ville, à chaque fois, je vois Isabelle de Noël, qu'on fait des nouvelles opérations de voirie, d'y faire une vraie piste cyclable. Ça, c'est un projet lourd. On a commencé à en faire déjà, mais je considère que la vraie piste cyclable, c'est un espace protégé, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, on a aussi le contrainte de l'ancienne voirie. Mais par exemple, comme on a un projet notamment
de bus en site propre central sur l'ensemble qui vient de l'avenue d'Argelès. J'ai demandé notamment au service de voirie de travailler le bus en site propre, dont on sait peut-être qu'il va passer au milieu, avec une vraie piste cyclable sur le côté. À chaque fois qu'on peut, on le fait. Voilà. Sauf qu'on a des contraintes qui sont les contraintes de la voirie actuelle. Bonjour, Thierry Elloy, maître de conférence de latin à l'université, et je m'occupe accessoirement aussi de l'insertion professionnelle des étudiants de LSH. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Pujol, que éventuellement la faculté de droit s'installerait sur la dalle Arago, mais je voudrais vous rappeler avec tout mon immense respect que la plus grande partie des effectifs de l'université de Perpignan, la plus grande partie n'est pas en droit. Mais non, n'est pas non plus en sens exact, qui nous prépare un incubateur magnifique, je suppose, et j'espère. C'est en LSH, en lettres et sciences humaines, où nous avons quasiment les 3/4 de l'effectif de l'UPVD. Alors, je vous demande, monsieur le maire et futur maire peut-être, je suppose, qu'est-ce que vous faites pour nos étudiants de lettres et sciences humaines? Une question toute simple. Pour venir sur le campus, dans le centre-ville jusqu'au Moulin à Vent, c'est le bus numéro 4. Ce bus numéro 4 est certainement celui qui roule le plus mal de toute la circulation des autobus perpignanais. En tant que, certainement, collaborateur de la CTPM, qu'est-ce que vous allez faire pour que le bus 4 roule beaucoup mieux? Et plus tard, au moment des sessions d'examen, ce bus 4 est archi plein à craquer, puisque tous les étudiants et toutes les étudiantes ont leurs examens pendant les mêmes heures. Qu'est-ce que vous allez faire pour le bus 4? Alors, un tramway nommé Désir. Bon, d'abord, on va voir comment on va... Non, mais parce que c'est des vraies questions et il faut avoir de vraies réponses. Je vais demander à la CTPM, c'est de renforcer notamment ce bus 4, de faire en sorte... C'est quoi, c'est la sardine, le bus 4? Bon, il est pas mal quand même, il est neuf celui-là. Isabelle, c'est le bus articulé, le 4? Oui. Bon, bon, d'accord. On va regarder si on ne peut pas développer les bus articulés, ils sont plus grands. En revanche, il y a un élément intéressant sur lequel je pense qu'on peut être très très souple, et là on peut peut-être dans ce pays, tous ensemble, faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire que, en règle générale, à l'époque où j'étais à l'université, les examens étaient fixés largement à l'avance. Donc, on peut peut-être, sans aucun problème, je pense que ça va continuer comme ça, bien sûr. Donc, je pense que quand il y a des examens importants avec des effectifs importants, ça ne pose aucun problème de mettre un bus supplémentaire ou 2 bus supplémentaires pour pouvoir amener les étudiants dans de bonnes conditions, pour pouvoir desservir plus tard quand les examens finissent tard. Ça, c'est une question. Et le rôle d'un élu qui est, notamment de la ville à la faculté, ça peut être ce rôle, parce qu'il suffit d'un coup de téléphone pour dire les examens c'est tel jour, vous mettez 3 bus le matin, 3 bus le soir. Ça c'est aucun problème là-dessus. Aucun problème. Parce que la CTPM, c'est quand même, là aussi, avec l'argent des Perpignanais. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc ça pose vraiment aucun problème. Il suffit de se coordonner pour renforcer. Et après, je vais poser la question à la CTPM pour voir la qualité du bus. Il faut sauver le bus numéro 4, visiblement. Ou essayer de prendre le 3, je ne sais pas. D'autres questions? Oui, moi j'ai trouvé la première partie de la question de Thierry particulièrement intéressante sur le choix du droit en centre-ville. Pourquoi... Présentez-vous s'il vous plaît. Ah pardon, Gauthier Sabria, étudiant en sociologie. Je voulais savoir justement pourquoi avoir choisi particulièrement le droit. Oui, parce qu'il est juriste potentiellement. Mais voilà, pourquoi laisser, comme Thierry disait, voilà, les 3/4 des effectifs de la ville de l'université de Perpignan sur le campus et décentraliser une partie.
J'ai pensé le droit parce que historiquement, les facultés de droit comme les facultés de médecine sont en centre-ville. En plus, il me paraissait plus logique d'installer à cet endroit-là la faculté de droit, puisqu'à côté, il y avait le palais de justice et les avocats, et que quand on fait droit en règle générale, la voie normale, je ne dirais pas qu'il y a le métier d'avocat, il y a huissier, notaire, et puis il y a tous les métiers liés notamment au droit public et à la fonction publique, mais ça se trouve quand même dans un ensemble. Voilà. Sincèrement, moi, que ce soit la faculté de droit ou un autre, ce n'est pas un problème pour moi, c'est l'université qui décidera. Ce que je dis, c'est que nous sommes en capacité de mettre à disposition les locaux pour ce que l'université décidera. Voilà. Après, je vous ai dit le droit comme ça. Peut-être une réminiscence de mes études au centre-ville à la faculté de droit. Mademoiselle Meki Sarah, ici. Bonjour. Inscrite en droit, donc bonjour. Vous avez parlé plusieurs fois donc d'aménager des locaux pour les étudiants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur spécialisation ou leur voie. Mais moi, je pensais plus niveau structurel. Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que bon, aller en ville, c'est plus ou moins facile. Ça dépend les jours, les heures. On met plus ou moins un quart d'heure ou une demi-heure. Mais après, c'est niveau, ce parking, par exemple, pour se garer, pour, je sais pas moi, profiter réellement du centre-ville. Qu'est-ce que vous avez en cours? On fait comme on faisait tous quand on était étudiant. Attendez. Vous avez parlé de la place Arago, mais pour aller se garer là-bas, c'est quand même... Non, mais c'est pas une novation. Soyons clairs. On ne peut pas faire du parking gratuit en centre-ville. On le ferait payer aux contribuables perpignanais. Il y a 5000 places de parking gratuites à 500 mètres de l'axe principal du centre-ville de Perpignan. 5000 gratuites. Il y en a 3800 payantes. Bon, alors, les 3800 payantes, bon, c'est une question qui a collé tous mes opposants. C'est 0,90 l'heure en zone verte en plein centre-ville. C'est 1 € la demi-heure. La demi-journée, pardon. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de parking gratuit dans les parkings, je dis bien en ouvrage, parce qu'ils ont un coût considérable. En revanche, il y a beaucoup de places de parking gratuites et j'invite notamment à en prendre connaissance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'environnement des parkings, à Perpignan, il y a beaucoup de places gratuites. Ça ne suffit pas comme réponse. J'ai pris la décision aussi de développer, notamment à côté du théâtre de l'Archipel, sur l'actuelle gare où il y a des cars mais où je veux les déplacer, je veux développer sur cet endroit-là un parking notamment à bas coût, c'est-à-dire un parking tarif jaune comme nous les avons, à 1 € la demi-journée. J'ai aussi dans mon programme la création d'un parking souterrain sous la place Cassagne parce que cette partie sud de la ville est très mal desservie. Et quand on est à la place Cassagne, il n'y a pas uniquement l'aspect folklorique de la place Cassagne en surface, il y a aussi tous les bâtiments historiques de la ville, dont l'université qui se trouve à 300 mètres à vol d'oiseau. Donc voilà le deuxième projet de parking. Et le troisième projet de parking, c'est l'extension devant la FNAC sur ce qu'on appelle le square Janté-Violet d'un troisième élément de parking. Mais je crois que la solution, c'est le transport en commun. Parce qu'avec le transport en commun, on n'a pas à payer les parkings. Bien, Monsieur Pujol, on va vous remercier. Il est 19h, donc le débat est terminé. Nous vous remercions pour avoir apporté des éléments de réponse à nos questions, nous universitaires. Et j'invite ceux qui sont intéressés à passer dans l'amphi d'à côté où il va y avoir donc un débat avec un candidat, M. Codoniès, dans un peu plus d'un quart d'heure. Merci à tous. Merci. Merci.